Prescott Bush reste à la tête d'UBC après l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941. Au cours de l'automne 1942, les capitaux d'UBC sont saisis par les États-Unis au nom de la loi sur le commerce avec l'ennemi. L'administration Roosevelt détient des preuves que Brown Brothers Harriman a été aux États-Unis le paravent d'intérêts financiers décisifs dans l'émergence du Troisième Reich. Pourtant, l'enquête n'aboutit pas plus loin. Après la guerre, l'armée américaine aurait saisi en Allemagne des documents nazis prouvant l'implication de Brown Brothers Harriman ainsi que de Prescott Bush. Le dossier était accablant, déclarait T. Crowley, numéro 2 de la direction des relations avec Wall Street. Crowley accusera John McCloy, le haut-commissaire pour l'Allemagne, ainsi qu'Allen Dulles, futur patron de l'agence, d'avoir étouffé le scandale. Autre source, Joseph J. Trento, Prelude to Terror, Edwin P. Wilson and the Legacy of Americans' Private Intelligence Network, Carroll and Graf, New York, 2005, page 3. Allen Dulles est une vieille connaissance de Prescott Bush. La banque Crown Brothers Harriman fait partie des clients majeurs du cabinet d'avocats international pour lequel Allen Dulles et son frère travaillent, Sullivan and Cromwell, comme de nombreuses personnes de Wall Street. Allen Dulles a lui-même, avant-guerre, été en affaires avec des industriels finançant les nazis et se trouve après-guerre au cœur d'une campagne de recrutement d'anciens nazis par la CIA. Autre source, Joseph J. Trento, The Secret History of CIA, MJF Books, New York, 2007, page 29. Pendant son séjour à Harriman, Prescott a siégé au conseil d'administration de Dresser Industries pendant 22 ans. Dresser Industries est une société d'équipement pétrolier qui a connu un essor pendant la Seconde Guerre mondiale et a finalement fusionné avec Halliburton à la fin des années 1990. George Bush aura aussi occupé des postes dans cette entreprise. Autre source, Initiative in Energy, Dresser Industries, INC, 1880 à 1978, Darwin Payne. Pour revenir sur la CIA, elle va recruter des journalistes et infiltrer certains médias. CBS, Time Magazine, Life, The New York Magazine, The New York Times, The Washington Post, notamment, font partie des infiltrés. Au sein de leur rédaction, des journalistes rédigent des articles directement commandités par Frank Wisner, l'agent de la CIA à l'origine de Mockingbird. Certaines informations classifiées sont fournies par la CIA. Il s'agit tantôt de mettre en avant l'idéologie et le modèle défendu par la CIA, tantôt d'attaquer, dénigrer et détruire toute personne ou œuvre agissant dans un sens contraire, par des apports financiers transitant par des sociétés écrans. La CIA coordonne aussi la publication de certains livres. Entre la création du projet Mockingbird et la fin de l'année 1967, ce sont quelques 1000 livres qui ont ainsi été produits. La CIA emploie directement certains auteurs, leur fournit des documents, vérifie leurs manuscrits régulièrement. La communication d'État tient parfois de la désinformation. Ainsi en a-t-il été pour les armes de destruction massive qui auraient été détenues par l'Irak en dépit des démentis de la commission de contrôle. C'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'espionnage, le plus meurtrier aussi. Une mystification imaginée par un quidam qui a servi de prétexte principal à l'invasion de l'Irak. Il y a 10 ans, cette extraordinaire affaire est apparue au grand jour le 5 février 2003 à l'ONU. Ce soir-là, dans un discours resté célèbre, le secrétaire d'État américain, Colin Powell, lançait au monde: il ne peut faire aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques et qu'il a la capacité d'en produire rapidement d'autres, en nombre suffisant pour tuer des centaines de milliers de personnes. Comment? Grâce à des laboratoires mobiles clandestins qui fabriquent des agents atroces tels la peste, la gangrène gazeuse, le bacille du charbon ou le virus de la variole. Sûr de son fait, le puissant américain ajoute:
Nous avons une description de première main de ces installations de la mort. Autre source, l'incroyable histoire du mensonge qui a permis la guerre en Irak, par Vincent Jauvert, publié le 8 mars 2013 à 9h21, nouvelle OBS. En cas de guerre, l'État contrôle et encadre strictement les correspondants de guerre qui ne filment et écrivent que sur accréditation, trucage, manipulation, obstruction, tentent de verrouiller le discours officiel. Les médias sont censés être le quatrième contre-pouvoir. Mais ce contre-pouvoir s'est assoupi avant de se retourner contre ceux qu'il devait servir, pour servir ceux qu'il devait surveiller. Selon une certaine élite, puisque le pouvoir en place a perdu en force de coercition, les gouvernements ont besoin d'une propagande plus efficace pour contrôler l'opinion publique. Walter Lippmann, l'un des doyens des journalistes américains, considérait la population comme un troupeau désorienté. Nous devons nous protéger de la rage et du piétinement du troupeau désorienté. Et la façon de le faire, disait Lippmann, c'est par ce qu'il appelait l'usine à consensus. Si l'on ne peut pas le faire par la force, il faut le faire par l'usine à consensus, constituée à cet effet. Selon lui, pour mener à bien une propagande, il doit y avoir une barrière entre le public et les événements. Je partage la définition de Lucien Cerise sur cette ingénierie sociale. L'ingénierie sociale est la modification planifiée, durable et furtive du comportement. Il s'agit de transformer définitivement la nature d'un être social, individu ou groupe, et pas seulement de le manipuler ponctuellement. Pour y, euh, pour y parvenir, il faut la plupart du temps pirater l'être social en question, c'est-à-dire le modifier sans son consentement éclairé, de manière subliminale, furtive, de sorte qu'il reste inconscient de la transformation. En effet, la plupart des êtres sociaux sont adaptés à leur environnement à la suite d'une évolution lente et naturelle. Ils n'éprouvent donc aucun besoin de voir leurs pratiques et leurs valeurs modifiées artificiellement et définitivement de l'extérieur par une ingérence étrangère. Dès qu'il sent qu'on veut le faire changer de force et contre sa nature, l'être social se met sur la défensive et son niveau de vigilance augmente. Pour contourner ces mécanismes d'autodéfense et les tromper, il faut passer par la porte de derrière, prendre une backdoor ou alors lancer un hameçon, faire du phishing dans le jargon informatique du piratage, principe de l'usurpation d'identité. Expérience Milgram. Stanley Milgram avait un intérêt pour l'obéissance, ayant la volonté de comprendre quelles étaient les causes à l'origine de l'extermination du peuple juif auquel il se sentait profondément lié. Ainsi qu'il a écrit dans The Individual in a Social World. L'influence de l'Holocauste sur ma propre psyché donna toute son impulsion à mon intérêt pour l'obéissance et détermina la forme particulière sous laquelle elle a été étudiée. L'idée de mener un programme de recherche sur l'obéissance à l'autorité lui était venue dès le printemps ou le début de l'été 1960, alors qu'il assistait Solomon Asch, un des pionniers de la psychologie sociale, dans la rédaction d'un ouvrage consacré à la conformité dont ce dernier était à l'université de Princeton, un éminent spécialiste. Milgram souhaitait donner une plus grande intensité humaine aux expériences menées par H, et il en vint à se poser la question qui sera à l'origine du protocole expérimental organisé par la suite. Je me demandais si des groupes pourraient exercer une pression telle sur une personne qu'elle exécuterait un acte. Peut-être en agissant de façon agressive envers une autre personne, par exemple en lui administrant des chocs de plus en plus sévères. Jusqu'où une personne serait-elle prête à aller si elle était placée sous les ordres d'un expérimentateur? Entre 1960 et 1963, l'équipe du professeur Milgram fait paraître des annonces dans un journal local pour recruter les sujets d'une apparente expérience sur l'apprentissage. La participation dure 1 heure et est rémunérée 4 dollars plus 50 cents pour les frais de déplacement, ce qui représente à l'époque une bonne somme, étant donné que le revenu mensuel moyen en 1960 est de 100 dollars. L'expérience est présentée comme une étude scientifique de l'efficacité de la punition sur la mémorisation.
La majorité des variantes de l'expérience a lieu dans les locaux de l'université Yale, New Haven, Connecticut. Les participants sont des hommes et des femmes de 20 à 50 ans, issus de tous milieux et avec différents niveaux d'éducation. L'expérience met en jeu trois personnages. Un élève learner, qui s'efforce de mémoriser des listes de mots et reçoit une décharge électrique en cas d'erreur. Un enseignant, teacher, qui dicte les mots à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, il envoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève. Un expérimentateur, expérimenteur, qui représente l'autorité officielle, vêtu d'une blouse grise du technicien. L'expérimentateur et l'élève sont en réalité deux comédiens. Seuls l'ignorent les personnes recrutées comme enseignantes. Ainsi, dans le cadre de l'expérience, élèves et enseignants sont tous deux désignés comme sujet, subject. Mais dans le cadre de l'expérience réelle, dont le vrai objectif est d'étudier le niveau d'obéissance. La soumission à l'autorité. Seul l'enseignant est désigné comme sujet, puisque l'élève est un complice de l'expérimentateur. Au début de l'expérience, l'enseignant cobaye, Kobe, est présenté à l'expérimentateur et au futur élève. On décrit les conditions de l'expérience, on l'informe qu'un tirage au sort décidera s'il sera élève ou enseignant. Enfin, on le soumet à un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer quel type de souffrance il peut infliger à un élève et pour renforcer sa confiance sur